Il est 20h et tout de suite, c'est l'heure de On se lève et on se casse, l'émission féministe des casseuses d'ambiance de Radio Campus Paris, le 93.9 FM. Dear fellow feminists, I'm here for all of the witches. Pourquoi le féminisme? Nous les hommes, on n'ose plus rien faire, on ne veut plus rien dire. Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes. Ah, je t'avais dit, elles en veulent au mec. Le féminisme a donné aux femmes, dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur. On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné. Il y a un problème avec monsieur là? Non, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on se lève et on se bat. Pas du clito. Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse. Bim, c'est encore la faute du patriarcat. Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute. Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Bonjour à toutes et à tous, c'est Pauline et vous écoutez On se lève et on se casse. J'espère que vous allez bien. Après une petite absence, nous revoilà en selle pour cette année 2026. Et alors que le contexte politique international continue de se tendre infiniment, que ce soit en Iran, en Ukraine, en Afghanistan, en République démocratique du Congo et ailleurs, nos premières pensées pour cette première année vont pour les femmes et les hommes de tous ces pays. Et pour cette première émission de l'année aussi, nous allons parler agriculture, parcelles, exploitation paysanne et beaucoup d'autres choses. Depuis le début de l'année, le débat sur l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur a remis l'agriculture au cœur de l'actualité politique. En France comme ailleurs, les mobilisations agricoles ont notamment dénoncé une concurrence jugée déloyale et la fragilisation des revenus paysans face à l'ouverture des marchés. Mais partout, sur vos écrans de télé, qui vous donnent des images des manifestations d'agriculteurs pas de femmes, ou alors un visage isolé de temps à autre. Pareil dans les débats, sur les plateaux télévisés, dans la presse écrite, à la radio, ce sont des hommes qui parlent, la majorité du temps, des agriculteurs, d'exploitation, de filières, et pourtant, parmi les nombreuses heures d'informations que j'ai pu voir, je n'ai vu que très peu la question des agricultrices abordée. Pourtant, les femmes représentent aujourd'hui une part très importante du monde agricole en France, comme dans le reste du monde, et jouent un rôle essentiel dans la production alimentaire. Alors pourquoi restent-elles encore largement invisibles dans les représentations, les décisions, l'accès aux ressources agricoles? Comment l'histoire et les structures du monde agricole ont-elles contribué à cette marginalisation? Et surtout, qu'est-ce que cela changerait pour l'agriculture elle-même si les femmes avaient réellement le même accès à la terre, aux moyens de production et aux lieux de pouvoir? C'est ce que nous allons voir ce soir avec notre invitée Clotilde Bateau. Bonsoir. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'autrice de l'ouvrage Agricultrice, semer, nourrir, résister, publié aux éditions Les Pérégrines le 6 février 2026. Bienvenue. Vous êtes aussi engagée depuis plus de 20 ans dans le secteur agricole en tant que co-directrice générale de l'Asso Sol, une association qui aide notamment à l'installation des nouveaux paysans et paysannes. Ça, c'est un terme dont on va beaucoup parler. Vous êtes aussi à la tête de Notre Affaire à tous, une association qui a attaqué l'État en justice pour inaction climatique et qui défend les droits environnementaux. Merci d'être avec nous. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Et la première question pour moi, c'est que dans votre premier chapitre, vous présentez une sorte d'histoire sociale de l'agriculture en France. Vous montrez aussi que les femmes ont toujours travaillé dans les fermes, mais très souvent, majoritairement, sans statut reconnu. Et vous montrez aussi comment l'évolution des statuts, l'évolution de la loi par rapport à ces statuts, ont fait monter la figure du chef d'exploitation. Et d'une certaine manière, la montée de la figure du chef d'exploitation, ça a un peu rendu encore plus invisible le travail des femmes. Il y a eu beaucoup de statuts qui ont été créés pour rendre plus visibles les femmes, mais ça n'a pas tout à fait eu l'effet escompté. Oui, ben c'est vrai que ce qui m'a frappée en travaillant sur ce livre, c'est que l'invisibilisation des agricultrices n'est pas du tout un accident, mais au contraire que c'est le résultat d'une construction historique très ancienne. Et cette construction historique, elle a généré une division genrée du métier où à la fois, malgré le fait que les femmes ont travaillé sur des fermes pendant des siècles pour s'occuper des cultures, des animaux, leur travail finalement était considéré comme une extension d'un rôle domestique, pas du tout comme un travail professionnel.
Et voilà, cette invisibilisation, elle s'est ensuite inscrite socialement et structurellement dans le monde agricole. Et en fait, ce que vous expliquez aussi, c'est que bien qu'il y ait eu pas mal de statuts qui ont été créés avec le temps, notamment fin du XXe siècle, ça n'a pas aidé en fait à solidifier le statut des femmes. Oui, ben c'est vrai que donc on est face à une multiplication aujourd'hui de statuts, hein, et pourtant on a à peine que 20%, parfois on monte jusqu'à 26% de chefs d'exploitation, c'est-à-dire de femmes qui sont à la tête de leur ferme, avec un fort pourcentage finalement de conjointes collaboratrices ou co-exploitantes, et c'est ce statut qui finalement maintient un certain nombre de femmes dans une invisibilisation encore aujourd'hui au XXIe siècle. Et puis la deuxième chose qui m'a frappée par rapport au statut, c'est ce chiffre gigantesque, hein, plus de 130 000 femmes qui restent encore aujourd'hui sans statut. Et donc sans statut, qu'est-ce que ça veut dire? C'est sans statut social évidemment, mais c'est aussi sans statut économique, et donc sans revenu, et ensuite sans retraite. Ça, on va en parler un peu plus en amont. C'est vrai que la problématique dont vous parlez dans votre livre aussi, c'est que sur les exploitations, il y a un mélange de la vie privée et de la vie au travail, et que de ce fait, le statut des femmes en a beaucoup pâti en tant que le statut professionnel des femmes sur ces exploitations-là en a beaucoup souffert à travers les siècles. Mais je voudrais revenir sur une anecdote que vous racontez, une anecdote historique que vous racontez dans votre premier chapitre. C'est l'histoire de la veuve Pechner qui parle beaucoup, je trouve, des situations des femmes encore aujourd'hui, même si c'est très propre au XVIIe siècle. Donc la veuve Pechner, vous le racontez, c'est une femme qui au XVIIe siècle a dû marier sa fille pour qu'un homme puisse reprendre la ferme familiale, donc sa ferme à elle, dans laquelle elle avait vécu et travaillé. En quoi c'est révélateur des règles sociales qui encadrent la gestion des exploitations aujourd'hui ? Oui, effectivement, c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est que la terre, en fait, on n'hérite pas de la terre de mère en fille de manière historique, et au contraire, même encore aujourd'hui, et je donne aussi l'exemple d'Estelle dans le livre, qui est en fait issue de la troisième génération d'agriculteurs et d'agricultrices dans sa famille, et c'est son frère cadet, alors qu'elle est l'aînée, qui hérite de la terre. Et donc, voilà, on voit à travers ces deux exemples, la veuve Pechner au Moyen-Âge et Estelle au XXIe siècle, que finalement, l'accès à la terre continue d'être patriarcal. Et maintient en fait ce système qui fait qu'aujourd'hui les femmes ont moins accès à la terre. On parle de 30% seulement des terres qui sont détenues par des femmes, et par ailleurs elles s'installent aussi souvent sur des terres plus petites, en moyenne 40%, ce qui aussi peut s'expliquer par ce système finalement patriarcal dans l'agriculture. Et vous parlez d'un autre point aussi dans ce premier chapitre qui est très intéressant, c'est le statut d'aide familiale. C'est un statut qui est un des plus répandus pour caractériser le statut familial des femmes dans ces exploitations-là. Vous expliquez que le travail des femmes sur les fermes a longtemps été reconnu à travers ce statut. Et ce statut-là, en fait, d'aide familiale, il est particulièrement terrible parce qu'il renforce encore l'invisibilité. Exactement, hein, c'est vraiment cette idée que les femmes agricultrices ont été très longtemps classées comme des sans profession. Donc le terme le dit très bien, hein, c'est-à-dire comme une aide sur des tâches dites secondaires. Et ce qui est vraiment frappant, et c'est l'exemple que je donne dans le livre, c'est la période des deux grandes guerres mondiales, et particulièrement cette Seconde Guerre mondiale, où les hommes sont partis au front. Ce sont les femmes qui ont maintenu l'agriculture à bout de bras. 2/3 d'entre elles ont géré toutes les exploitations françaises. Qu'est-ce que ça veut dire diriger les exploitations, Ça veut dire qu'elles ont utilisé les machines, assuré la production alimentaire, et même à l'échelle des villages, finalement, nourri toutes les communautés. Et pourtant, dès leur retour, les femmes ont été renvoyées dans l'ombre à ce statut d'aide familiale, comme si finalement, pendant cette Seconde Guerre mondiale, leur rôle avait été qu'une parenthèse.
Oui, elles sont vraiment raccrochées à leur famille, à leur statut d'épouse avec ce statut-là. Ensuite, le droit a progressivement quand même reconnu le travail des femmes dans les exploitations agricoles en créant donc d'autres statuts. Mais vous montrez quand même que les inégalités donc persistent, c'est ce qu'on disait en tout début d'émission. Est-ce que ça signifie que le problème, il n'est pas seulement juridique, il est vraiment structurel? On le sait, mais c'est bien de le rappeler. Oui, exactement, hein. Donc, il y a effectivement une évolution des statuts au fur et à mesure des années, et notamment l'évolution de ce statut de chef d'exploitation et de conjointe collaboratrice. Mais malheureusement, on reste dans un système agricole qui est largement pensé autour d'un modèle masculin pour tout, avec à la fois, je donne des exemples des machines, mais aussi du rapport au corps. Et puis, bien, on va retrouver cette sous-représentation des agricultrices à toutes les échelles, à tous les échelons, dans les syndicats, dans les espaces de décision, avec des témoignages d'agricultrices qui montrent qu'il y a bel et bien des résistances culturelles, patriarcales dans le milieu. Et vous le rappelez, donc les femmes aujourd'hui, elles représentent un quart des agriculteurs en France, agricultrices. Vous montrez que leurs exploitations sont plus petites, notamment parce que c'est une grande question. Pourquoi leurs exploitations sont plus petites? C'est dû notamment à des regroupements de petites exploitations entre elles, qui deviennent ensuite de grosses exploitations qui sont, elles, majoritairement dirigées par des hommes, pour des raisons d'aide financière notamment. Et donc les femmes, elles sont resserrées, elles sont contraintes un peu par système de s'occuper de plus petites exploitations. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce phénomène ? Oui, alors effectivement, il y a cette espèce de double invisibilisation sociale et structurelle qui a généré finalement ça, et c'est ce que je montre dans le livre. Donc à la fois, comme je le disais, socialement, l'héritage patriarcal qui fait qu'on hérite plutôt de père en fils et moins de père en fille, qui font que voilà, les femmes dans le temps historiquement ont eu moins accès à la terre, et donc un problème aussi de capital, de démarrage, qui fait que elles ont moins accès au capital, moins accès au financement, au prêt, qui fait que derrière elles sont obligées de s'installer sur des fermes plus petites. Et puis, il y a ensuite effectivement le phénomène structurel qui fait que les aides aujourd'hui liées à l'installation sont principalement gérées par une des plus grosses politiques européennes, qui s'appelle la politique agricole commune, qui représente plus de 70% du budget européen. Et cette politique agricole commune, c'est une aide à l'hectare. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus on est gros, plus on a d'aide. Et donc, il y a une espèce de cercle vicieux qui a été généré par cette politique agricole commune qui a été mise en place après la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire l'Europe et la France. Et donc, cette politique, en fait, elle défavorise l'installation des femmes à double tranchant. C'est-à-dire que le premier, c'est effectivement cette aide à l'hectare qui fait que, comme de base, les femmes s'installent sur des terres plus petites, elles ont moins d'aide. Mais en plus, il y a une caractéristique qui fait qu'aujourd'hui, la majorité des femmes installées ont plus de 40 ans, tout simplement parce que les agricultrices sont bien plus diplômées que les agriculteurs. Et par ailleurs, donc, beaucoup d'entre elles s'installent après une reconversion. Et donc, beaucoup d'entre elles ont plus de 40 ans. Et il s'avère que en Europe et donc en France, il n'est pas possible d'obtenir ce qu'on appelle une dotation jeune agriculteur, donc la principale aide à l'installation après 40 ans. Et donc cette politique, en fait, défavorise énormément l'installation des femmes de par la caractérisation démographique de l'installation des femmes dans l'histoire. On va faire une petite pause dans cet entretien, car c'est maintenant l'heure de notre première chronique, et c'est l'heure du grand retour de notre chroniqueuse Chloé. Vous vous en souvenez, dans ces chroniques, elle nous offre à chaque fois une nouvelle relecture féministe de mythes antiques. Chloé, le thème de l'émission de ce soir t'a fait penser à un mythe grec où une femme sauve l'agriculture mondiale en montrant sa vulve.
Oui, et je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une métaphore. L'histoire vient d'un texte grec très ancien, l'hymne homérique à Déméter. Donc Déméter, c'est la bien connue déesse de l'agriculture, celle qui fait pousser les céréales et nourrit l'humanité. Mais un jour, sa fille Perséphone est enlevée par le dieu des enfers Hadès, qui n'est autre que son oncle. Et cet enlèvement n'est pas un accident. Il est organisé avec l'accord de Zeus, le père de Perséphone. Donc, les deux frères, Zeus et Hadès, ont décidé entre eux de marier la jeune fille au dieu des morts. Perséphone n'est pas consultée, Déméter non plus. Perséphone enlevée, sa mère se met à la chercher partout. Pendant 9 jours, elle erre sans manger, sans boire, sans même se laver. Et quand elle apprend ce qui s'est passé, elle est anéantie. Surtout quand Hélios lui dit qu'elle aurait pu trouver pire comme gendre que son propre frère Hadès. Bref, on la comprend, c'en est trop pour elle. Elle décide de se mettre en grève. Déméter cesse de faire pousser les plantes, les champs deviennent stériles, les graines ne germent plus et une famine gigantesque menace l'humanité. Et personne n'arrive à la consoler. Personne. Les dieux échouent, les humains aussi, jusqu'à l'intervention assez inattendue d'une servante nommée Bobo. Face à cette déesse prostrée, que fait Bobo ? Elle raconte des blagues. Des blagues très crues, probablement obscènes. Et comme ça ne suffit pas, elle soulève sa tunique et montre sa vulve à la déesse. Et ça marche. Déméter éclate de rire, elle accepte enfin de boire, de manger et de revenir peu à peu à la vie. Donc si je résume, l'agriculture mondiale est sauvée par une blague obscène. Oui, dans toute la mythologie grecque, c'est peut-être la seule blague qui sauve l'humanité. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est pas la seule raison qui fait de cette histoire un mythe à part. D'abord, il met en scène la rencontre de 2 personnages que l'on voit trop rarement dans les récits, loin des héros traditionnels. D'un côté, une mère brisée par la perte de son enfant, de l'autre, une servante, un personnage socialement invisible. Ensuite, parce qu'il montre un corps féminin qui, pour une fois, n'est ni désiré ni violenté. Et enfin, parce qu'on y voit de l'humour au féminin. Bobo, c'est peut-être la première humoriste de la mythologie et certainement la seule à avoir relancé l'agriculture mondiale. En effet, la suite, vous la connaissez. Zeus finit par céder. Perséphone pourra revenir auprès de sa mère une partie de l'année et retourner aux enfers le reste du temps. C'est ce compromis qui, d'après la mythologie grecque, explique l'existence des saisons. Quand Perséphone remonte, la terre reverdit. Quand elle repart sous terre, l'hiver revient. Et comme le printemps arrive dans quelques jours, on peut se souvenir que si la terre refleurit chaque année, c'est parce qu'une mère a refusé d'abandonner sa fille et qu'une servante a su la faire rire. Et enfin, si, comme de nombreuses femmes, vous trouvez votre vulve moche, sachez qu'elle a le pouvoir de sauver le monde. Super conclusion. Merci beaucoup Chloé pour cette jolie chronique. Voilà encore un mythe intéressant à fouiller. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Vous êtes toujours sur On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris et nous sommes toujours avec Clotilde Bateau. Effectivement, les femmes arrivent plus souvent par reconversion, elles arrivent aussi beaucoup plus âgées, plus diplômées. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles qu'elles rencontrent que notamment le fait du coup de ne pas recevoir les aides aux jeunes agriculteurs auxquels elles ne peuvent pas prétendre ? Oui, alors je parle aussi dans le livre, il y a tout un passage là-dessus sur les questions de la formation technique. Voilà, où j'explique effectivement qu'il y a, de par l'histoire et la mise en place de cette division genrée, puisque au départ, la formation agricole n'était pas mixte, on a plutôt développé des formations de bonnes ménagères, c'est vraiment comme ça qu'elles s'intitulaient, jusqu'à la fin quand même des années 70, donc c'était hier. Et puis, à partir du moment où en fait on a ouvert la formation technique à la mixité, on a quand même retrouvé cette division genrée dans la formation, avec d'un côté les formations qui sont socialement et économiquement visibles sont plutôt dédiées aux jeunes hommes, à savoir tout ce qui est de l'ordre de la mécanisation, mais aussi des grandes céréales, des grandes cultures et de l'élevage notamment bovin. Là où les jeunes filles sont plutôt dans la transformation alimentaire, les filières de services, le petit élevage,
qui sont effectivement socialement et économiquement moins visibles. Et voilà, donc cette division genrée, on la retrouve, hein, c'est-à-dire de femmes qui gèrent économiquement les fermes quand elles sont installées avec leur mari. Et souvent, cette gestion économique, on la fait à l'arrière, on le fait pas au devant, et donc c'est complètement invisibilisé. Voilà. Et donc, cet enseignement agricole, il est nécessaire aujourd'hui de continuer à le faire évoluer, à pousser toujours plus vers une égalité homme-femme pour justement casser cette dynamique de division genrée. À plusieurs endroits dans votre ouvrage, vous montrez qu'il y a beaucoup de dispositifs agricoles, qu'il s'agisse du financement ou des structures d'exploitation, qui sont donc pensés autour du modèle du couple agricole. C'est aussi par là que passent la plupart des problèmes, c'est que y a un modèle de très très longue date qui date d'avant le Moyen-Âge, donc que vous expliquez très bien dans votre ouvrage, qui fait que la plupart du temps, les femmes passent d'une exploitation à une autre et donc elles deviennent des conjointes aidantes. Ce modèle, par la suite, aujourd'hui, pour les agricultrices qui veulent s'installer, qui veulent s'émanciper, devenir indépendantes, se lancer par elles-mêmes dans l'agriculture, ça complique considérablement leur installation dans l'agriculture. Oui, alors en fait, ce que je montre, c'est qu'il y a un enjeu de formation et d'information sur les statuts agricoles avec une vision un peu genrée. C'est-à-dire que beaucoup d'agricultrices m'ont témoigné le fait que au moment de leur installation, elles n'avaient pas réfléchi à leur statut à partir du moment où justement elles s'installent en couple. Et donc, en fait, finalement, l'installation presque, entre guillemets, naturelle et la voie tracée qu'on donne à ces femmes, c'est justement le statut de conjointe collaboratrice, qui est un statut en fait finalement extrêmement précaire, hein, qui fait qu'on cotise moins à la sécurité sociale et donc à la retraite. Et il y a un certain nombre d'agricultrices qui témoignent dans mon livre de grandes difficultés liées à leur séparation, notamment parce que voilà, c'est le chef d'exploitation qui signe tous les papiers du prêt, de la banque, qui est en contact avec toutes les personnes, notamment les techniciens agricoles qui appuient aussi le développement de la ferme. Et donc, en fait, ce système génère à la fois, évidemment, l'invisibilisation, mais aussi une énorme précarisation qui fait que quand il y a séparation, ces conjointes collaboratrices se retrouvent sans rien, avec un certain nombre d'entre elles qui m'ont témoigné aussi socialement de grandes difficultés. Et à la fois, donc, elles perdent ce statut social sur la ferme, à l'intérieur aussi de leur village, mais aussi un statut économique où certaines d'entre elles se retrouvent au RSA, dans des logements sociaux, en ayant absolument tout perdu, y compris leur terre. Et vous racontez notamment le cas d'Emeline, qui est maraîchère en Gironde, qui explique que son projet d'installation en GAEC, je ne sais pas si on dit GAEC ou GAEC, mais en GAEC, voilà, a été refusé par les banques parce que donc elle n'avait pas d'apport familial et qu'elle s'installait avec un associé qui n'était pas son compagnon. Si je me souviens bien, c'est ça. Oui. Qu'est-ce que cet exemple, qu'est-ce que ça révèle en fait des dispositifs de financement agricole qui reste construit autour du modèle très, très, très marital? Oui, tout à fait, hein. Alors effectivement, on voit bien à travers cet exemple qu'il faut rentrer dans un certain nombre de cases et qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire évoluer ces cases si on veut justement faire en sorte de développer l'installation, puisque aujourd'hui on a quand même 60% des personnes qui veulent devenir agriculteurs, agricultrices qui ne sont pas issus du milieu agricole, et parmi ces 60%, on en a au moins la moitié qui sont des femmes. Oui. Et donc, ces femmes-là vont pas forcément s'installer en couple et donc et n'auront pas forcément la capacité, notamment financière, ou la capacité à obtenir du foncier, de s'installer en tant que chef d'exploitation. Donc, on voit bien effectivement
que la question de l'évolution des statuts, elle est clé dans à la fois l'égalité, mais aussi ce renouvellement des générations. Et donc, ces mécanismes concrets qui fabriquent ces inégalités, elles sont dans le foncier, elles sont dans le problème statutaire, mais elles sont aussi, et vous en parlez très bien, dans tout ce qui est physique, tout ce qui est technique aussi. Au quotidien, les agricultrices, vous le racontez notamment dans un chapitre, rencontrer beaucoup de problèmes parce qu'elles doivent constamment prouver qu'elles savent conduire des machines, tenir physiquement, pour être prises au sérieux dans leur métier. Et donc ça rend, j'imagine, aussi très compliqué leur installation parce que ça crée un vrai sentiment d'illégitimité, j'imagine. Oui, exactement. Alors, ce rapport au corps et à la machine, il a été vraiment très présent à travers tous les témoignages que j'ai récoltés. Donc, à la fois des jeunes filles qui m'ont expliqué que pendant leur formation agricole, on leur avait pas forcément parfois proposé d'essayer d'utiliser un tracteur. Alors, je suis pas en train de dire que tout l'enseignement agricole ne le fait pas. Je pars juste d'exemples de jeunes filles qui le disent. Je dis ça parce que j'ai depuis reçu pas mal de mails de la part d'enseignants de la formation professionnelle agricole me disant mais si dans mon lycée vraiment on ne fait pas la différence. Et donc très bien, bravo à ce voilà. Mais voilà, il s'avère que visiblement c'est pas le cas dans tous les lycées et ça me semble très important de le dire. Et puis effectivement, de nombreuses agricultrices m'ont dit qu'au démarrage, il avait été compliqué pour elles d'avoir confiance en elles pour utiliser bien évidemment le tracteur, mais pas que en fait, de tout un tas d'outils qui peuvent sembler anodins, de type une tronçonneuse, etc. Et que évidemment comme c'était pas des choses qu'on leur apprenait au quotidien, elles avaient dû finalement constituer entre elles des groupes pour pouvoir se donner confiance. Donc on voit bien qu'il y a à la fois cette question de pouvoir d'avoir la capacité de se tester, mais il y a aussi cette question d'autocensure avec cette peur d'être jugé par l'autre parce que on ne sait pas utiliser un outil. Et enfin, donc je parle aussi de ce rapport au corps où beaucoup d'agricultrices m'ont dit qu'au tout début, dans leur stage sur le terrain ou au tout début de leur installation, elles avaient besoin de se prouver à elles-mêmes, de se surprouver à elles-mêmes qu'elles pouvaient tenir la cadence. Et donc, ce que j'ai essayé de comprendre, c'est pourquoi en fait il y avait cette espèce de phénomène. Et pour moi, il est vraiment dû à cette pression sociale qu'on retrouve dans tout le monde agricole. Avec cette idée qui est une idée très masculine, qui est de dire c'est un métier difficile où le corps doit absolument tenir, où le corps va être très utilisé et donc finalement où on va pas par réflexe donner les astuces pour faire autrement. Et et c'est pour donner une note plus positive, là où j'ai eu des retours, c'était plutôt justement des jeunes femmes ou des agricultrices déjà installées qui disaient qu'elles ont appris toutes ces astuces plutôt au contact soit de maîtres de stage, hommes comme femmes d'ailleurs, et que ces moments leur ont été très précieux ou dans des groupes choisis en non-mixité, donc entre femmes, où elles ont pu partager leurs doutes sans se sentir jugées et donc essayer tout un tas de machines sans se sentir jugées. Donc, comme dans beaucoup d'autres milieux, il y a des cercles en non-mixité qui s'installent pour essayer de combler des failles. Dans les témoignages que vous recueillez aussi, il y a aussi beaucoup d'agricultrices qui disent qu'on leur demande très vite si elles savent conduire un tracteur. Et cette question, elle revient souvent, j'ai l'impression, dans les témoignages que vous avez retranscrits, comme un test de légitimité, en fait. Ça en fait partie de ces tests-là. Oui, alors je dis pas qu'on le demande à tous les coups. Non, bien sûr, j'imagine bien.
J'ai le cas effectivement d'une jeune qui cherche un stage à la fin de son BPROA, donc de son brevet professionnel diplômant en fait, où elle appelle pour trouver des stages et on lui demande mais est-ce que vous avez déjà conduit un tracteur, parce que ils n'auront pas forcément le temps de lui apprendre à l'utiliser et donc ça peut faire partie de critères de sélection. Tout comme j'en ai d'autres qui disent que clairement on leur a dit qu'ils préféraient sélectionner des jeunes hommes au lieu des jeunes femmes parce que comme ça ils s'assurent qu'ils seront en capacité de tenir la cadence. C'est l'heure de notre deuxième chronique pour faire une petite pause dans cette émission et l'heure d'accueillir de nouveau notre chroniqueuse Alice qui fait aussi son grand retour. Alice nous présente les autrices lauréates du prix Nobel de littérature. Salut Alice, cette fois-ci, qu'est-ce que tu vas nous présenter pour cette première chronique de l'année ? Bonjour Pauline, cette fois je vous fais découvrir une autrice autrichienne, Elfriede Jelinek. Elle a eu le prix Nobel en 2004 et c'est la première à avoir eu le prix et à être encore vivante. Effectivement, c'était il n'y a pas si longtemps, mais encore une femme de lettres que je ne connaissais pas. Dis-nous en plus. Elfriede Jelinek, elle naît en 1946 en Autriche. Son père est un chimiste juif qui échappe à la Shoah grâce à son poste dans l'industrie de la guerre. Fille unique, elle grandit à Vienne dans un climat de tension où sa vie est strictement gérée par sa mère qui lui fait apprendre plusieurs langues étrangères et instruments de musique. Elle se tourne ensuite vers l'écriture et elle publie son premier roman à 24 ans. Elle rencontre un succès international avec La pianiste en 1983. Elle a écrit aussi des pièces de théâtre, des poèmes, des romans, des scénarios pour le cinéma et la télévision, ainsi que des pièces radiophoniques. Et elle est aussi la traductrice de pièces de théâtre, dont celle de Feydeau et Labiche. Elle a obtenu de nombreux prix prestigieux avant sa consécration, donc en 2004, avec le prix Nobel de littérature. D'ailleurs, sa nomination, en fait, elle a fait l'objet de polémiques au sein de l'Académie suédoise et du monde littéraire. Et enfin, en 2024, la France lui remet les insignes de commandeur dans l'ordre des arts et des lettres pour récompenser, je cite, une œuvre monumentale et vigilante. Elle a l'air donc très reconnue dans le monde littéraire. Et pourquoi il y avait cette polémique ? Elfriede Jelinek, c'est une autrice à part. Elle est connue pour son engagement dans le parti politique communiste. Elle est très critique vis-à-vis de l'histoire nazie de son pays et la façon surtout dont il est refoulé dans la société autrichienne. Elle a aussi pris position tout au long de sa vie sur la politique internationale, telle que la défense des Pussy Riot ou encore la guerre à Gaza. Son style littéraire, il est également unique. Je vous cite le discours de l'Académie sur son œuvre. Ouvrez les guillemets. Ces romans représentent chacun, dans le cadre de leur problématique, un monde sans grâce où le lecteur est confronté à un ordre bloqué, de violences dominatrices et de soumission, de chasseurs et de proies. Ces romans ont donc l'air très engagés et très impactants, ça m'intrigue. Pour la chronique, tu as décidé de lire quel livre ? Alors j'ai lu le plus connu, qui est La pianiste, publié en 1983. Ce roman, il a d'ailleurs été adapté au cinéma en 2001 par Michael Haneke avec Isabelle Huppert et il a reçu le Grand Prix du jury. On suit un épisode de la vie d'Erika Kohut, professeure de piano au Conservatoire de Vienne. Elle vit une relation fusionnelle et complètement toxique avec sa mère. Elles habitent ensemble, elles dorment dans le même lit et n'ont eu aucune vie sociale. Peu à peu, en parallèle de ce huis clos, on découvre qu'elle fréquente les cinémas porno, les pipe shows et les fourrés du Prater. Son quotidien bascule quand elle se fait draguer par l'un de ses étudiants, Walter Klemmer, et l'entraîne dans une relation sadomasochiste. Alors honnêtement, j'ai eu du mal à lire ce livre, en raison du style d'écriture, mais également des descriptions crues de certaines scènes. En lisant des articles autour du livre, j'ai appris que La pianiste est largement autobiographique et inspirée de sa propre relation avec sa mère. Alors du coup, le roman m'a paru beaucoup plus intéressant et j'ai pu plonger dans la psyché d'Erika, ses souffrances face à l'emprise psychologique et physique de sa mère, son incapacité à s'en sortir et sa propre violence envers elle-même et les autres. Après avoir refermé le livre, je peux dire encore une fois que j'ai lu une autrice hors norme qui questionne la société en profondeur et explore les tréfonds de la psyché humaine. Merci beaucoup Alice pour cette nouvelle recommandation littéraire. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris.
Dans les établissements agricoles aussi, il y a des sortes de reproduction d'attentes différentes. J'ai l'impression, selon le genre, j'imagine que c'est en phase d'amélioration, mais par exemple, de ce que vous racontez dans cet ouvrage, j'ai l'impression que les femmes sont souvent orientées vers des productions animales, des services, la transformation alimentaire, et les garçons, les hommes, sont encouragés vers la mécanique agricole et les gestions des grandes cultures aussi. Donc j'imagine que même pour des femmes qui commencent à l'agriculture jeune et qui ne sont pas en reconversion, ça influence forcément beaucoup leur trajectoire professionnelle. Oui, alors ce que je montre dans le livre, c'est que ça peut même remonter beaucoup plus loin dès l'enfance. C'est comment aussi on casse les images genrées qu'on a toutes et tous dans la tête. Voilà, ce que je dis dans le livre, c'est que quand on pense l'agriculture, de manière quasi systématique, on pense à un homme sur son tracteur et pas à une autre image. Et donc c'est comment aussi, voilà, moi par exemple, je suis maman et je donne l'exemple des jouets liés à l'agriculture et à l'alimentation, donc typiquement les fermes Playmobil, où voilà, c'est plutôt souvent le tracteur qui est associé au personnage de type garçon, et puis le petit élevage, donc vous savez, tous les petits personnages tout mignons, les petites poules, les petits chats, les petits lapins, qui sont associés au Playmobil de type femme. Voilà, et donc pour moi, du coup, si on veut sortir à la fois l'autocensure de certaines jeunes femmes qui vont se dire, non, je ne vais pas forcément avoir la capacité de tenir justement la charge, le rythme, donc je choisis plutôt la filière de services, de transformation alimentaire. Pour moi, ça commence aussi dès l'enfance, et évidemment, la formation professionnelle agricole a un rôle à jouer, de pousser les jeunes filles, même si elles sont dans des filières de services, à tester autre chose, parce que peut-être qu'il va y avoir des révélations à ce moment-là. Vous montrez que les agricultrices, elles cumulent donc, ça c'est un des points centraux de votre ouvrage, c'est de démontrer à quel point quand même, pour les femmes qui ne se sont pas reconverties dans l'agriculture, plus âgées, beaucoup de femmes cumulent travail agricole et travail domestique. Et ça participe à une invisibilisation de la double charge de travail et de leurs conditions de vie. Une double invisibilisation. Vous montrez aussi que dans les exploitations agricoles, le lieu de travail et le lieu de vie sont confondus et que ça affecte énormément leur santé mentale et leur santé physique aussi, j'imagine, et que c'est encore très peu visible dans les politiques agricoles. Oui, exactement. Ce qui m'a intéressée dans le livre, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la charge mentale à l'échelle de la société française. Et donc, ce qui m'a intéressée aussi à travers les témoignages que j'ai récoltés, c'est de comprendre comment les agricultrices, elles ont cette double charge mentale invisible par rapport à d'autres, finalement, femmes. À la fois parce qu'elles ne dérogent pas à la règle. Effectivement, la majorité d'entre elles doivent gérer toutes les charges domestiques quand elles sont mamans, mais aussi beaucoup m'ont dit voilà, si on a des salariés, c'est plutôt nous qui gérons les contrats. Si il y a des pépins avec les salariés, c'est pareil, etc., etc. Et donc avec cette double difficulté qui est que comme on vit sur sa ferme, il n'y a plus du tout de frontières entre les deux, avec voilà des cas de burn-out qui sont plus importants que encore d'autres professions. Voilà. Et un des autres gros problèmes que les femmes rencontrent, parce que quand elles ne se sont pas reconverties et qu'elles ne se sont pas installées seules dans l'agriculture, c'est la question des violences économiques ou conjugales dans le monde agricole, puisque comme la vie privée et le lieu de travail sont quand même très confondus, que ça invisibilise beaucoup les problèmes qui peuvent advenir dans cette organisation-là. L'un des problèmes, c'est que ça accentue notamment les vulnérabilités des femmes victimes de violences conjugales ou de violences économiques qui sont aussi des violences conjugales.
Exactement, hein. Alors pareil, je me suis posé la question en partant de la statistique nationale, hein, puisque on a 30% de la population qui vit aujourd'hui en zone rurale, et pourtant on a 47% des féminicides qui se passent en zone rurale. Et donc j'ai essayé de comprendre si les agricultrices étaient touchées particulièrement par ce phénomène, dans un contexte, comme vous l'avez dit, où la vie professionnelle et la vie personnelle se mélangent en permanence. Et puis, vraiment, cette difficulté d'isolement important, donc évidemment liée à la zone rurale, mais encore plus liée à cette double charge mentale qui fait qu'on peut complètement fonctionner en vase clos et ne jamais sortir finalement de sa ferme. Et donc, effectivement, les agricultrices rentrent dans cette spécificité rurale de plus grande exposition aux violences conjugales, d'éloignement aussi des hébergements d'urgence, mais aussi donc vis-à-vis des statuts de dépendance économique très forte à leur ferme et donc aussi à leur mari. Et c'est là où je viens à parler de violence économique, où voilà, j'ai quand même un certain nombre d'agricultrices qui m'ont témoigné que le compte bancaire était au nom de leur mari, que du coup elles ne pouvaient pas retirer d'argent, etc., etc. Et donc on voit bien que pareil, il y a une espèce de cercle vicieux dû à la zone rurale, hein, et à cet éloignement qui fait que voilà. Et puis ce que je montre aussi, c'est la pression sociale locale, hein, où tout le monde se connaît, et donc beaucoup de femmes ont peur de parler. Et ce que j'avais envie de montrer, voilà, c'est ce tabou des violences sexistes et sexuelles qui n'est pas du tout encore verbalisé dans le monde agricole, ce fameux MeToo agricole qui ne pèse pas. Oui, non, c'est vrai que d'ailleurs le MeToo agricole, ça n'arrive pas pour l'instant. Et c'est notamment pour ces raisons-là, vous pensez ? Oui, j'ai vraiment eu des difficultés à avoir déjà des témoignages d'agricultrices. Puis quand j'en ai reçu, la majorité d'entre elles ne voulaient pas faire apparaître leur vrai prénom. Et donc on voit bien qu'il y a une pression sociale du tout le monde se connaît dans mon village, quoi. Et donc pour parler, il faut avoir un courage dingue. Oui, j'imagine. C'est très compliqué comme situation. Comme je le disais en tout début d'émission, vous montrez que donc les agricultrices, pour des raisons d'aide notamment, et de serpents qui se mordent la queue dans un système qui les pousse à aller vers des exploitations plus petites, elles vont aussi vers des exploitations qui sont certes plus petites, mais plus diversifiées aussi, plus autonomes parfois. Par exemple, vous expliquez que les femmes, notamment celles qui se reconvertissent plus tard dans leur vie professionnelle dans l'agriculture, elles ont des intérêts pour un certain type d'agriculture. Est-ce que c'est des préférences politiques ou est-ce que c'est des choix qui sont surtout dus à des contraintes économiques ? Alors, effectivement, hein, ce qui est extrêmement frappant, c'est que les agricultrices françaises, bon, je dirais même les agricultrices dans le monde, sont à l'avant-garde de la transition agricole et alimentaire. Voilà, vous l'avez dit, elles sont très présentes dans des modèles plus autonomes et résilients, et donc dans des modèles d'agriculture plus durable. Un tiers des femmes qui s'installent en agriculture biologique notamment. Et ce qui était important pour moi de montrer dans le livre, c'est qu'elle ne s'installe pas sous ces formes d'agriculture, on va dire, qui permettent de prendre plus soin de nos ressources naturelles, mais aussi plus soin des humains et de notre santé. C'est pas pour des questions de nature féminine et de naissance, mais au contraire, parce qu'elles ont eu moins accès aux ressources, parce qu'elles ont vécu de manière historique ces inégalités sociales, structurelles, qui font qu'elles ont dû s'adapter en permanence. Et donc, pour moi, c'est ce qui explique aujourd'hui qu'elles développent des systèmes plus économes, plus diversifiés et encore une fois plus résilients en cas de crise évidemment économique, comme
comme peut vivre le monde agricole aujourd'hui, mais aussi évidemment en cas de crise climatique, comme on sait que ce n'est que le démarrage de ce que nous allons vivre par la suite. Finalement, donc après avoir fait face à tellement de difficultés systémiques diverses et variées, finalement, elles deviennent plus innovatrices. Exactement, c'est tout à fait ça. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, elles sont bien plus diplômées. Moi, je pense que c'est absolument pas un hasard. En fait, elles vont chercher à apprendre de leurs pairs, PAIRE, et donc à améliorer en permanence tous les systèmes. Et donc, aujourd'hui, ça en fait une énorme force, en fait, ensuite pour être beaucoup plus résilient. Il y a aussi un autre point dans votre ouvrage, c'est que donc vous parlez aussi beaucoup d'un des lieux de grande décision, c'est-à-dire les syndicats agricoles et les chambres d'agriculture, là où se prennent énormément de décisions très importantes. Et certaines de ces organisations commencent à introduire des mécanismes de parité pour encourager la sous-représentation des femmes, qui est logique étant donné le problème de représentation dans tout le reste de ce secteur. Est-ce que c'est des dispositifs qui permettent vraiment de transformer les rapports de pouvoir selon vous ? Oui. Alors pour moi, effectivement, un bon indicateur que la norme, entre guillemets, masculine est toujours bel et bien présente, c'est cette quasi-absence de représentation féminine dans les espaces de décision et dans les instances agricoles. Alors à tous les étages, hein. Évidemment, je montre plein d'exemples du syndicalisme agricole, mais on va retrouver ce phénomène aussi dans les chambres d'agriculture, dans les coopératives agricoles, dans les interprofessions, qui restent des milieux très masculins, hein. Moins de 15% des responsabilités syndicales sont données à des femmes. Et donc je montre à travers tout le système que les réunions sont incompatibles avec les charges familiales, que on est sur une culture militante masculine dans ces espaces, avec assez peu de prise de conscience de comment la parole est diffusée, et puis évidemment le phénomène d'autocensure et de sentiment d'illégitimité, hein, qui est très présent chez beaucoup de femmes. Et donc, je montre en parallèle que certaines règles de quotas, de parité, notamment dans certains syndicats agricoles comme la Confédération paysanne, font que on peut dépasser les seuils minimales de femmes. Mais il y a aussi des chartes d'égalité qui sont mises en place dans des mouvements paysans internationaux, qui font que il y a une transformation qui peut se faire petit à petit. Alors évidemment, ce que je dis aussi, c'est que la parité formelle ne suffira pas sans une transformation des cultures en interne, hein. Il y a vraiment cette ce double travail à faire entre quelque part cette discrimination positive à réaliser pour sortir de l'autocensure et du sentiment d'illégitimité notamment, mais qu'il est aussi nécessaire de faire évoluer les normes culturelles pour qu'il y ait une place réelle, un pouvoir réel qui soit mis en place. Merci beaucoup Clotilde Bateau. C'est maintenant l'heure du premier reportage de notre nouvelle recrue dans cette émission, Cléo. Et même si elle n'a pas pu venir avec nous ce soir, on lui souhaite la bienvenue. Pour son premier reportage pour On se lève et on se casse, Cléo s'est rendue dans l'association Les Déculassés. L'objectif de cette association, c'est d'aider les femmes et les minorités de genre à dépasser leur syndrome de l'imposteur en mécanique automobile et d'apprendre comment réparer elles-mêmes les pannes sans se faire avoir par leur garagiste. On écoute. Les femmes représentent 1% des recrutements en tant que mécanicienne ou technicienne automobile, d'après le rapport de l'Observatoire des métiers des services de l'automobile, publié en 2019. Comment se réapproprier les savoirs techniques liés au fonctionnement, à la réparation des voitures, trop souvent délégués aux hommes. C'est l'ambition de l'association montpelliéraine Les Déculassés. Emma a participé à l'un de leurs ateliers organisés aujourd'hui à Montreuil. On a appris à changer une roue, enfin du moins à dévisser une roue, donc monter la voiture avec un cric et une chandelle, sortir la roue et là inspecter l'état du pneu et les freins. Disque plaquette.
J'ai souvent passé des vieilles voitures au contrôle technique et il y avait toujours des problèmes de silent block, de bras de suspension, de triangle, de cardan. Moi, je savais jamais trop ce que ça voulait dire. Moi, j'avais envie de rencontrer des déculassés parce que ça fait longtemps que j'en entendais parler. Et voilà, mettre des images d'accessoires sur des noms. Et je pense un peu mieux comprendre le fonctionnement. Si la prochaine fois que j'ai une voiture, je vais au contrôle technique, je sais de quoi il s'agit. Au fur et à mesure, et suite aux demandes, l'Asso féministe a déployé des tournées en France. Elles partent en voiture, outils dans le coffre, à la rencontre de personnes désireuses d'en apprendre sur la mécanique automobile. Leurs ateliers ont été pensés dans une démarche d'éducation populaire et se déroulent en mixité choisie. Créée en octobre 2021, elle compte désormais une quinzaine de bénévoles et 2 salariés, dont Sarah, cofondatrice des Déculassés. Au début, ça commence par une partie de théorie moteur, où on explique comment marche un moteur. Donc là, on est assises devant un moteur, avec des schémas de moteur derrière nous, qu'on explique au fur et à mesure. Après avoir présenté les schémas de coupe, les pièces, place à la pratique. Chacun et chacune ausculte sa propre voiture, en binôme. Et donc après, les personnes explorent le dessous de capot, reconnaissent les pièces, apprennent à faire les niveaux, tester une batterie. Et la deuxième partie de l'atelier, ça va être plutôt sur tout ce qui est lié au train avant, au freinage et à la roue. Donc on apprend à démonter une roue. C'est possible de venir sans véhicule si on n'a pas de véhicule ou qu'on ne peut pas, mais il y a souvent un véhicule pour 2, et c'est les véhicules des personnes. On fait la vidange, du coup on fait réellement la vidange, pas juste pour de faux, sur la vidange, et il y a un atelier de réparation libre aussi qui permet de faire de la méca sur son véhicule en binôme sur des petites réparations qui sont accessibles. Plo, qui est bénévole depuis 4 ans et demi, a rencontré Sarah lorsqu'elle donnait ses premiers ateliers d'initiation à la mécanique. Moi, quand je l'ai rencontrée, je passais mon permis. Et sur les trucs de confiance en soi et tout, c'est pas évident. Et du coup, c'était assez agréable ça donnait de la confiance. Même si c'est des choses dont j'ai moins besoin à certains moments maintenant, ça me rappelle toujours de me dire « Ah ouais, en fait, ça donne grave confiance en soi d'être en mixité choisie de genre, d'être entre meufs et personnes minorisées. » Pour la plupart, ce sont les difficultés rencontrées lors de l'achat du véhicule ou de panne qui les ont motivés à se former. C'est-à-dire en fait quand tu te rends compte qu'il n'y a pas d'espace d'apprentissage, qu'il n'y a aucun moyen en fait d'avoir des bases, on en est venu à se dire en fait on va créer ce moyen-là. La principale raison, c'est vouloir être autonome et de ne pas devoir forcément appeler un homme cisgenre de son entourage à chaque fois qu'il y a une question, une difficulté. Il y a les problèmes aussi qui sont assez courants en garage, à la fois soit des arnaques, soit du mépris. Question 8. Cette pièce qu'on trouve dans le train avant s'appelle... C'est un joint de culasse avec une rotule de direction. C'est une durite avec une rotule. Leur tournée en Île-de-France arrivant à sa fin, le groupe rentre à Montpellier où un nouveau projet les attend. Des journées de permanence complètes de conseils en mécanique nommées Escale-Cambouis qui auront lieu dans les différentes villes du département de l'Hérault. Merci beaucoup Cléo pour ce reportage hyper intéressant et très encourageant pour la suite. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Clotilde Bateau de vous être jointe à nous. On était très heureuse de vous avoir avec nous. Je rappelle que votre livre Agricultrice, semer, nourrir, résister aux éditions Les Pérégrines est disponible dans toutes les librairies. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On revient le 14 avril prochain pour une nouvelle émission dont on vous dit plus très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. En ce début de printemps, salut tout le monde.